Un banquier, c'est un parasite. Hein. C'est un parasite, c'est une tique, c'est une pute. Quand quelque chose est gratuit, ça veut dire que c'est vous qui êtes le produit qu'ils vendent. N'oubliez pas, c'est comme sur Internet. Hein. Si c'est gratuit, c'est vous qu'on vend. Hein. Facebook, par exemple. Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour Mohamed. Bienvenue sur Indépendance Web TV. Merci à vous. Donc vous êtes de retour d'Italie, pas pour enquêter sur la Camorra, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, mais sur une banque. Laquelle exactement? Eh bien, j'ai passé une semaine en Italie, à Sienne, dans la capitale du Chianti, hein, du vin classico, pour enquêter justement sur une banque qui s'appelle la Monte Paschi de Sienne, di Siena. C'est la plus vieille banque du monde et on peut clairement dire que c'est le symbole absolu de toutes les banques aujourd'hui existantes dans le monde. Elle a été fondée en 1472. À l'époque, c'était une banque qui s'appelait, c'était l'équivalent de ma tante, hein, c'était du prêt sur gage. Cette banque a fait sa fortune grâce au corps incorruptible de Sainte Catherine de Sienne qui a été retrouvé et dont la tête coupée est encore exposée dans la basilique ou la cathédrale Saint-Domenico. Et les millions de pèlerins qui sont venus au cours des âges, au cours de tous ces siècles, donc dans la ville de Sienne pour voir la tête de Sainte Catherine de Sienne, ont enrichi justement cet établissement. C'est-à-dire, autrement dit, la Monte Paschi de Sienne doit sa fortune, c'est le cas de le dire, au vœu de pauvreté de Catherine de Sienne. C'est tout à fait étonnant. Donc cette banque était en parfaite santé jusqu'aux années 80 où les dirigeants de cette banque se sont pris pour des gros traders de Wall Street, hein, parce qu'ils ont vu le film Wall Street avec Michael Douglas. Voilà. Et à partir de là, tout a commencé à tourner à l'aigre. Et aujourd'hui, c'est un chiffre que j'aime bien rappeler parce que c'est très important. La valorisation, puisque la Monte Paschi donc a été introduite en bourse dans les années 80 ou 90, donc le cours de l'action était genre 85-90 euros, hein, donc au moment où j'y étais, le cours de l'action était tombé à zéro. Enfin, pas à zéro totalement, elle était tombée à 17 centimes. Donc ça vous montre bien l'étendue du désastre de cette banque italienne. C'est quand même la troisième banque italienne. Il y a 4,5 millions d'Italiens et d'entreprises italiennes qui ont, et même d'autres nationalités bien sûr, qui ont des comptes à la Monte Paschi de Sienne. Il va de soi que c'est ce qu'on appelle une too big to fail, c'est-à-dire trop grande pour tomber. Donc l'État italien a été obligé d'intervenir à plusieurs reprises. Et on peut dire à la louche que le 10 milliards d'euros du peuple italien, des impôts du peuple italien, ont été pris pour renflouer, et encore, elle n'a pas été sauvée bien sûr, pour renflouer la Monte Paschi de Siena. Donc c'est autant d'autoroutes, d'écoles, de lycées, d'hôpitaux, de maternelles, etc., qui n'ont pas pu être construites, et d'universités, etc., qui n'ont pas pu être construites à cause de la montée de Paschi di Siena. Et c'est pas la seule banque qui est bien entendu qui est dans cet état. On voit que l'Italie est exactement dans le même cas que la France, avec la Société Générale, la BNP, surtout le Crédit Agricole, hein, la Caisse d'épargne, et la fameuse Banque Postale qui n'a plus d'argent à rendre à ses déposants. Hein, voilà, on aura l'occasion d'y revenir, je pense, la semaine prochaine. Et donc il y a 3 ans, il y a eu une mort suspecte, celle de David Rossi, directeur de la communication de la banque de Monte Paschi. Qu'avez-vous découvert? Alors absolument, c'est la raison pour laquelle j'y suis allé. J'y suis allé parce que c'était, il y a le quotidien américain, le New York Post, a publié donc en juin, vers mi-juin de cette année, donc 2016, une vidéo, du moins un bout de la caméra de vidéosurveillance de la banque qui a filmé la chute de David Rossi. À l'époque, en 2013, donc le 7 mars 2013, la banque avait présenté ça comme un suicide. Et la justice italienne, donc les enquêteurs, la police et bien entendu le tribunal siennois, donc ont immédiatement validé le communiqué de presse de la banque Monte Paschi. Monsieur David Rossi a eu un coup de blues, il s'est jeté par la fenêtre.
Bon, alors je rappelle qu'à l'époque c'était dans une série de une série de morts. Hein, il y a eu à peu près 70 banquiers qui se sont suicidés avec des agrafeuses. Mais c'est la première fois. Ce qui était vraiment révolutionnaire entre guillemets, c'est que cette caméra, cette vidéo de caméra de 3 ans plus tard arrive au New York Post. Et le New York Post est le journal qui a le plus attaqué Wall Street, hein, en même temps que moi. D'ailleurs, on n'était pas si nombreux que ça à attaquer Wall Street en disant qu'ils volaient l'argent du peuple. Donc, il y avait on va dire un message codé, hein, qui était envoyé. Et c'est la raison pour laquelle j'y suis allé, parce qu'on voit David Rossi. Et comment New York Post s'est procuré cette vidéo ? On ne sait pas. On le sait pas. En tout cas, ça vient clairement de l'intérieur de la banque. Voilà. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'y suis allé, indépendamment du fait que on voit sur la caméra de la vidéosurveillance, David Rossi ne se jette pas normalement en avant comme on plonge dans une piscine, hein, comme le font tous les suicidés qui se jettent par une fenêtre. On l'a vu dans le cas du 11 septembre, hein, tous les gens qui se sont jetés dans le vide, hein, ils se sont pas retournés pour faire un saut triple saut salto arrière comme au patinage artistique ou au plongeoir olympique. Hein. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et c'est assez bas pour se suicider. Voilà. Et donc, je me suis installé pendant une semaine, juste en face de la montée Paschi de Sienne. Hein. Et j'ai pu rencontrer pas mal de gens. Et c'est là où j'ai découvert l'étendue du mensonge de la montée Paschi de Siena, et surtout la corruption totale, parce que c'est la première fois de ma vie en tant que journaliste économique. Et là, j'ai été plongé en fait dans un suicide déguisé, enfin du moins c'est ce que j'ai découvert, déguisé en meurtre. Et j'ai ramené toute une série de preuves que vous pouvez voir sur quotidien.com, oui. Hein, sur le site de la revue de presse. Voilà, jevenamique.com, vous allez sur le blog de l'Apocalypse. Vous avez toutes les images du médecin légiste, les photos qui ont été prises donc, dans le labo, où on voit bien que le David Rossi, donc directeur numéro 2 quand même, hein, de la banque, a été passé à tabac, d'abord, torturé, ensuite assommé par un objet contondant, hein, mais gravement à l'arrière de sa tête, et ensuite seulement jeté par une fenêtre. Et quand vous dites corruption totale, vous pouvez préciser, ça implique la police, la justice, les médecins? Absolument, ça comprend toute la chaîne. Là, j'ai vu la corruption, au niveau de l'État en fait, hein, parce que à ce niveau de corruption, il n'y a que l'État qui peut avoir la main aussi longue pour forcer la police et la justice italienne à transformer un homicide, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, un homicide en suicide. C'est absolument énorme. Parce il y a de nombreuses preuves dans votre enquête. Quand vous regardez les photos, notamment, je veux dire, il a été assommé, mais gravement, parce que vu l'entaille qu'il y a à l'arrière de son crâne, et encore, j'ai pas publié toutes les photos qui ont été faites par le médecin légiste, parce qu'elles sont quand même assez gore, hein, c'est le cas de le dire. Il a été clairement, véritablement assommé pour le tuer, hein, c'était pour le tuer, et la raison pour laquelle ils l'ont jeté en arrière, c'est pour masquer, ils sont disant que bon, sa tête va heurter le sol, et donc ça va masquer le fait qu'il est assommé avec, on va dire, un chandelier du XIVe siècle, de la montée Paschi. Hein, mais l'enquête a été relancée récemment suite à la montre qui a été balancée 33 minutes plus tard, c'est ça? Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, je pense que là, personne n'a fait trop attention à ça, c'est-à-dire que dans le bureau de David Rossi, il n'y avait strictement aucune trace de sang. Or, on voit bien sur toutes les photos qu'il a été torturé, qu'il a été tabassé, et donc et qu'il aurait dû avoir des taches de sang partout. Donc, il a été tabassé et torturé quelque part ailleurs. Et c'est là où c'est extraordinaire, c'est qu'on voit sa montre. Donc, ils ont fait le ménage, ceux qui l'ont tué ont fait le ménage dans l'autre bureau. Ils ont retrouvé sa montre parce que David Rossi s'est défendu, hein, et puis il s'est défendu comme on peut, quoi, hein, parce qu'il doit y avoir minimum 2 assaillants. C'est ce que montre le médecin légiste. Hein. On voit notamment 4 traces de doigts ici. Hein, il a été agrippé, et on voit aussi au niveau des poignets, hein, qu'il a été vraiment maintenu, que la circulation du sang a été empêchée. Et donc ils ont retrouvé sa montre qui a dû tomber dans un coin. Et donc 33 minutes
exactement après, ils sont remontés au 3e étage à son bureau et ils ont jeté sa montre et le bracelet, parce que le bracelet s'était séparé de la montre, ils l'ont jeté par la fenêtre et la caméra a enregistré. Donc voilà. Donc là, on a 2 morts. Hein. On a d'une part David Rossi et ensuite sa montre hein, qui elle-même a fait une expérience aux frontières de la mort et puis ensuite est mourue pour de bon. Et c'est ce qui a comment dire. Enfin, le juge italien qui a repris l'enquête, parce qu'ils étaient obligés, l'affaire de la vidéo de la caméra surveillance, ça fait tellement de bruit en Italie, qu'ils ont été obligés de reprendre l'enquête pour la forme. Mais bon, maintenant, depuis lors, elle est retombée dans l'oubli. Hein. Donc on voit bien que... Et je vais même vous donner une preuve absolument colossale. Vous savez qu'en France, par exemple, mais c'est le cas également en Italie, en Espagne, en Allemagne, lorsque vous avez les rares fois où il y a des procès, ce qu'on appelle des procès à huis clos, d'accord ? À huis clos, ça veut dire que le public n'est pas autorisé à assister à l'œuvre de la justice. Hein, dans les grandes lignes, hein, c'est l'idée. La justice est rendue de manière publique. Hein, donc le public est invité à venir et à constater les délibérations du jury, du tribunal, des magistrats et patati patata. Voilà. Lorsqu'il y a des procès à huis clos, c'est en général dans des affaires absolument épouvantables où une gamine, un gamin, ou même a été découpé en morceaux à la scie, par un meurtrier fou, hein, et qui a fait des photos, qui a torturé. Je vous épargne toutes les images qui pourraient venir avec mes propos. Dans ces cas-là, et dans ces cas-là seulement, il y a huis clos, hein, c'est-à-dire que le public n'assiste pas, ne puisse pas voir toutes les photos, les films, etc. de la scène du crime, du cadavre découpé en morceaux, et j'en passe les meilleurs. Eh bien, figurez-vous que dans le cas de la grande escroquerie de la Monte Paschi, dans le cas de ces fameux crédits défaut swap, et dans l'achat de sa banque, d'une banque, c'est rien, vous inquiétez pas, c'est le chat qui... Hein, mais c'est également... c'est tombé du 3e étage, hein, aussi. C'est le chat qui a fait tomber un truc du 3e étage, c'est vraiment ça en plus. Non mais c'est drôle. Iris. Donc le procès, figurez-vous, a été tenu à huis clos pour des emprunts toxiques. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Un tribunal ne met pas le huis clos pour le procès du PDG de la banque de la Monte Paschi. D'ailleurs, il a été condamné à 3 ans et demi de prison alors que le parquet en demandait 8 ou 7,5. Donc ça vous montre bien qu'il y a c'est une banque qui est embourbée dans de tels scandales, dans une telle faillite, que l'État italien a décidé que le public ne pourrait pas assister aux délibérations et bien entendu au fait de rendre la justice de manière publique. Le procès a été tenu à huis clos. Et vous dénoncez également un silence médiatique parce qu'il y a de la pub avec la Monte Paschi, avec les différentes chaînes en Italie, c'est ça ? La Monte Paschi, n'oubliez pas, la Monte Paschi, c'est comme... David Rossi était... c'est pas un banquier, c'est une des raisons pour laquelle j'ai une certaine affection pour cet homme. Il était journaliste. Hein, il était journaliste, il ne savait pas lire un bilan, hein, c'est ce que j'explique dans mon reportage. C'est pas un banquier ni un économiste. En revanche, il gérait la direction de la communication de la banque, il gérait tous les budgets. Hein, il avait à sa disposition 350 millions d'euros de budget de publicité télévision, de publicité papier, de publicité internet pour la banque Monte Paschi. Et grâce à ça, son épouse m'en a plus ou moins parlé, et également d'autres personnes dans son entourage, qu'à ce budget, il a distribué ce budget et que son patron, le PDG de la banque, lui demandait de faire en sorte qu'on ne parle pas trop des problèmes de la Monte Paschi dans les médias. Et c'était le grand distributeur de millions d'euros, hein, de publicité. Et pourtant, pas un seul grand journal, je pense notamment à Corriere della Sera, n'a fait une grande enquête. Et il l'aurait fait qu'ils auraient trouvé les mêmes documents que ceux que j'expose sur ma revue de presse. On voit bien que c'est un assassinat, on voit bien que c'est un homicide, et on voit bien que la justice qui est là, on voit bien, là on touche du doigt, c'est la première fois de ma vie d'ailleurs que je vois ça. On n'est pas dans un pays africain
républicain, hein. On n'est pas dans une république bananière oui, on est quand même en Italie, c'est à côté de chez nous, hein. Voilà. Et on voit la corruption qu'une banque peut établir sa loi sur la justice, sur la police, juste pour qu'on ne parle pas de ses problèmes, de sa grande escroquerie du peuple italien et du fait qu'elle ait perdu toute sa capitalisation. C'est absolument énorme. C'est absolument énorme. Ça vous montre ce que j'expose depuis 2008, que les banques ont volé la démocratie. Elles ont volé la démocratie en faisant élire tous les hommes politiques, et on le voit bien en France, hein. On voit bien, Emmanuel Macron a bénéficié de 75 unes de magazines, alors que ce type n'a strictement aucun programme. Mais c'est un banquier de la Rothschild, c'est un banquier avant tout, et on veut essayer de nous vendre un banquier pour prendre la tête de la France. Il se présente au président quand même. Il ne veut pas dire qui sont ces donateurs. Évidemment, n'oubliez pas la première réunion. C'est illégal normalement, on doit être transparent. Oui, c'est ça, c'est comme la Montepaschi, elle est transparente. Oui, c'est une forme de transparence, mais assez opaque quand même, hein. C'est le secret bancaire sur les grandes escroqueries. Ce qui est extraordinaire avec Emmanuel Macron, c'est que BFM TV le fait passer pour un candidat anti-système. Oui, c'est génial. Mais vous avez raison de le souligner. En fait, BFM VC, vous savez, c'est comme ça que je les ai surnommés, BFM vont passer l'inverse. C'est-à-dire que le banquier libéral, ils vont vous le faire passer pour quelqu'un qui veut absolument le bien-être des pauvres, des classes moyennes, etc. Et ceux qui ont vraiment ce programme, on les fait passer vraiment pour les derniers des derniers, qui vont mener le pays à la faillite, et j'en passe et des meilleurs. Alors que le pays est déjà en faillite. C'est ça qui est extraordinaire. Le pays est en faillite. Regardez bien, François Fillon lui-même avait dit la France est en faillite lorsqu'il a été nommé Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Et il avait dit, il s'était fait remonter les bretelles par Nicolas Sarkozy, qui avait pété un plomb à l'époque, hein. Il l'avait traité de tous les noms. Et le même Fillon nous dit, c'était quoi, il y a 2 jours, il faut absolument sauver la France, parce que si le Front National arrive au pouvoir, il va mener le pays à la faillite. Mais le pays est déjà en faillite. Il l'a dit lui-même. Donc je vois pas en quoi on peut être plus en faillite. C'est pas possible. Donc vous voyez bien cette espèce d'escroquerie mentale qui consiste à montrer que la réalité que vous observez n'est pas celle que vous voyez, hein. On vous dit, ah non monsieur, toutes les boutiques vides là, toutes les boutiques à louer, mais non, elles sont pleines, regardez, il y a 200 personnes dedans qui sont en train d'acheter des produits, hein, voilà. C'est grosso, je vous le résume. Comme hier, j'étais à une manifestation du RSI, vous avez pas vu un titre de journaux, n'importe quel journal n'en a pas parlé, quoi. Bien sûr, si, un tout petit peu, ils en ont tout, mais vraiment en 10 secondes, hein. Ça a été torché, hein, pour pas qu'on puisse pour pas qu'on puisse leur faire le reproche. Et genre à 11h du soir. Les CRS ont protégé l'Assemblée nationale parce qu'ils ont refusé d'accueillir les manifestants et leurs revendications. Et ils n'étaient pas assez nombreux, les pauvres, hein, parce que les pauvres commerçants du RSI. Ils les ont à l'usure. Exactement, mais en fait, bon, les commerçants ne peuvent fermer que le lundi, donc c'est pour ça qu'ils ont choisi cette mauvaise journée pour manifester. Et ça va pas dans leur sens, quoi. Ah, bien entendu. Et pour en revenir à Montepaschi, parce que c'est le sujet de l'interview. Oui. Donc, comment avez-vous vu cette corruption vous avez halluciné quand vous avez vu ça? Mais j'ai halluciné. Mais j'ai halluciné. C'est la première fois de ma vie que je vois une corruption à ce point-là. C'est pour moi, c'est du jamais vu. Mais en fait, c'est pas vrai. Ce que je dis n'est pas vrai, parce qu'en France, on l'a vu dans l'affaire Boulin. Hein, j'en ai parlé dans une autre vidéo. On l'a mort dit dans un lac. Il est mort dans 2 cm d'eau. Voilà. Il n'avait pas d'eau dans ses poumons, mais le médecin légiste a reçu des ordres d'en haut. D'ailleurs, il l'a dit après. Il y a quelques doutes aussi sur l'affaire Bérégovoy. Bien sûr, voilà. Mais les trois, c'est ce que je dis. Vous savez, il y a un dénominateur commun entre la mort de Pierre Bérégovoy, ministre des Finances de Mitterrand, la mort de David Rossi, directeur de la communication de la Montepaschi, et bien entendu Robert Boulin. Hein, et je pense qu'il y en a d'autres, mais bon, je ne les ai pas tous en tête. C'est que les trois ont dit je vais parler au juge. Le lendemain, ils étaient morts. C'est le cas de David Rossi. C'est pour ça que David Rossi, à la base, qui était journaliste, lui, il veut balancer, quoi. C'est ça, en fait. Non, il veut dire à tout le monde. Non. En fait, ce qu'il voulait, il voulait absolument être reçu par le juge italien, hein, qui enquête sur. Il y a eu différentes enquêtes, hein, à la Montepaschi, dans laquelle est mêlée la JP Morgan, la Deutsche Bank. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans l'affaire qui relie la Deutsche Bank à la Montepaschi, il se trouve que le directeur du risque de la Deutsche Bank, figurez-vous, vous allez apprécier. A été retrouvé pendu avec la laisse de son chien. Et il n'est pas mort avec son agrafeuse, hein. Il s'est pendu avec la laisse de son chien.
Je sais pas si vous réalisez. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Et les deux affaires sont liées. Toutes ces affaires sont évidemment liées. Surtout tout ce qui touche à la Deutsche Bank et à la JP Morgan. Tous les décès. Vous savez, là où j'ai vu le plus de morts, de banquiers morts, c'est quand même la JP Morgan. Donc voilà. Donc ceux qui veulent savoir un peu plus peuvent lire mon livre sur Blind Masters pour comprendre l'étendue de la grande escroquerie de toutes ces banques. Surtout la Deutsche Bank et la JP Morgan La d'ailleurs. question principale, c'est quel était l'intérêt de tuer David Rossi? L'intérêt de tuer David Rossi, son avocat m'a dit clairement, il dit c'est un message envoyé à toutes les banques. La omerta, on ne parle pas. On ne parle pas aux juges. Le secret bancaire sur toutes nos magouilles reste dans le cadre de la banque et vous ne devez pas parler. Et je pense que la vidéo qui a été envoyée, donc forcément elle a été envoyée par quelqu'un de la Montepaschi, soit effectivement pour forcer la Montepaschi à faire des opérations financières qu'elle ne voulait pas, ça c'est fort possible, mais dans tous les cas le message envoyé c'était ne parlez pas, si vous parlez vous finissez comme David Rossi. Ça veut dire qu'ils ont une impunité totale s'ils se permettent d'envoyer la vidéo comme ça. Mais attendez, Mohamed, c'est quand même la première fois où on voit un meurtre au sein d'une banque. Là, c'est clair. Là, c'est un meurtre. Il a été tué dans la banque. C'est quand même énorme comme information. Vous pouvez le voir. Allez voir les photos. Moi, je viens à vos spectacles. Allez sur quotidien.com. Vous allez voir les photos. C'est édifiant. C'est édifiant. Mon enquête le montre bien. J'ai passé une semaine à interroger les gens. Je veux dire, même les photos, rien que les photos, à elles seules, elles parlent. Je veux dire, il a été... ils ont pris, vous savez, vous savez, ces couteaux pour ouvrir les lettres, là, pour ouvrir les enveloppes. Ils l'ont tailladé, ils lui ont enfoncé le couteau dans la main pour le forcer à écrire sa lettre d'adieu à sa femme. C'est quand même incroyable. Et pour bien faire comprendre à sa femme que c'est pas lui qui écrit ça de lui-même, il lui a donné un surnom qu'il n'utilise pas. C'est que... Comme je dis en français, vous avez jamais appelé votre fiancé Bibiche, et puis vous vous suicidez et vous dites Bibiche, adieu. Ça va pas, ça colle pas. Et vous montrez les traces sur sa main, comme quoi on lui a on voit bien les photos. Il y a 3 ou 4 où ça a été enfoncé dans sa main pour les forcer à écrire. Et donc la vidéo, c'est un message à tous les banquiers du monde entier de se la fermer en fait, une omerta totale. De se la fermer, et surtout c'est un message envoyé à la Montepaschi de faire exactement ce que une autre banque entre guillemets veut qu'elle fasse. Je pense que derrière tout ça, il y a une organisation, on va dire très américaine, parce que pour piloter ça du New York Post, là, pour moi, forcément, la piste, elle est américaine. Pour vous, ce sont les Américains derrière ce... Clairement. Mais vous n'avez pas de preuves. Non, j'ai aucune preuve, mais vous savez, 30 ans de journalisme et 30 ans de manipulation média me donnent quand même... Vous savez, c'est très important de voir qui ils ont choisi comme... Ils n'ont pas balancé cette vidéo à la Corriere della Sera, ils n'ont pas balancé cette vidéo à la Rai, et surtout, regardez-moi bien, ils n'ont pas donné cette information au Wall Street Journal, ils n'ont pas donné cette information au New York Times. Pourquoi ? Parce qu'ils savent, donc ils sont forcément américains, il faut être spécialiste des médias américains, et qui plus est encore des médias new-yorkais, pour savoir que seul le New York Times est le journal qui a violemment attaqué tout Wall Street et tous les banquiers pendant toute la période de octobre 2008, quand Wall Street a explosé le 29 septembre. Le New York Post plutôt, non ? Le New York Post, voilà, c'est le seul journal, c'est le seul quotidien qui a attaqué le Wall Street pendant 3 ans, 4 ans d'affilée. C'est le seul. Et il savait pertinemment que ce serait le seul journal qui publierait la vidéo. Et que le Wall Street Journal, le New York Times n'oserait pas le faire. Et le Wall Street Journal et les autres non plus. Vous me suivez ? Donc c'est pour ça que cette information, il faut la connaître. Seuls les Américains la connaissent majoritairement. Le choix est éloquent. Il parle à lui-même à tout seul. Je pense que vous êtes d'accord. Je ne peux pas être sûr à 100%, mais je pense que là, je dirais 95%. Très bien. Et 3 ans après, il n'y a personne derrière les barreaux ?
Alors, vous parlez de quoi, de toutes les magouilles de la banque ou du crime, du meurtre de David Du Rossi? meurtre de David Hein, Rossi. parce qu'il y a beaucoup de choses Non, là. non, mais sur le meurtre de David Rossi. Sur le meurtre de David Rossi, vous savez ce qui est extraordinaire dans le meurtre de David Rossi, on le voit bien sur la vidéo, c'est ces deux collègues de travail qui viennent et qui le regardent comme si c'était un clochard. Euh, Sans émotion. je sais pas, moi j'ai quelqu'un que je connais, un collègue de travail qui se... Mais je sais pas, moi je me précipite, vous aussi, on Vous va lui se faites un massage précipiter. cardiaque. On au fait un minimum. massage cardiaque, on lui parle, on le secoue, tu m'entends, on voit s'il a un pouls cardiaque, etc. Évidemment, on le fait. Là, rien. Il le regarde vraiment comme un clodo, comme une merde, c'est le cas de le dire. Hein, donc, pour moi, clairement, ces gens étaient au courant de ce qui s'est passé. Je dis pas que ce sont les participants au meurtre, je dis pas que c'est eux qui l'ont tué. Hein, Et vous dites également qu'il y avait 15 personnes au même étage. Exactement. Qui n'ont les gars. rien vu, qui n'ont rien entendu. bien C'est sûr. l'étage de David Rossi. David Rossi a à peu près une vingtaine d'employés, de vingtaine de collaborateurs. Hein. La direction de la communication d'une banque, c'est quand même pas n'importe quoi. Et puis dans une banque, vous avez quand même à peu près entre 80 et 200 caméras de surveillance dans les couloirs, un peu partout, dans tous les bureaux. C'est une banque. C'est une banque. Et comme par hasard, ce jour-là, ça n'a pas fonctionné. Hein. Et les gens de la surveillance n'ont rien vu. Hein, même ceux qui sont censés observer, passer leur journée à observer les caméras. Hein, ils n'ont même pas vu que le mec agonisait pendant 30 vous dites minutes. également que les caméras ne marchaient pas, c'est ça? C'est ça, absolument. L'avocat de David Rossi a fait toutes les demandes. Elles n'ont jamais été suivies des faits. On dit, ah bah non, on n'a pas les vidéos, ça n'a pas marché. Voilà. C'est incroyable, c'est juste ce jour-là. Hein, c'est fou. Hein. C'est étonnant. Hein. Et qu'est-ce que ça présage, ce genre de fait divers, entre guillemets? Ce que ça montre, si vous voulez, c'est d'une part, la Montepaschi est une banque en faillite. Elle n'a plus l'argent de ses déposants. Tout l'argent de ses déposants a été perdu. C'est un peu comme à la Banque Postale aujourd'hui, qui vous empêche de retirer votre argent. Hein, vous demandez 1000 €, ils vont vous dire, ah ben non monsieur, vous pouvez prendre 50 € seulement. Hein, grosso modo, c'est ça. Déconseiller à tout le monde d'être à la Banque Postale. Ça c'est clair, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte. Hein. Voilà, mais en tout cas, la Montepaschi, clairement, a perdu tout l'argent de ses déposants. Aujourd'hui, elle ne vit que grâce à l'argent des salaires qui tombent, et parce que les gens ne retirent pas, parce que si tous les clients de la Montepaschi retiraient leur argent pour aller dans une autre banque, la Montepaschi volerait dans les airs. Elle exploserait, ça serait une explosion nucléaire du même niveau que l'Etna. 4,5 millions de personnes ruinées. Je ne sais pas si vous réalisez quand même. C'est énorme. C'est absolument énorme. Et les autres banques italiennes sont dans le même cas. Hein. Vous avez il y a un papier il y a 2-3 jours, je crois, c'était dans le Financial Times, en disant que, vous savez, il y a les élections, là, le 4 décembre. Hein, donc, si le Premier ministre italien perd les élections, la Montepaschi, là, ça va très mal se passer, et donc toutes les autres banques italiennes risquent d'être sérieusement secouées. Donc, et de toute façon, l'Europe, il va pas en rester grand-chose. Pierre Giovanelli, je vous remercie. Merci à vous. Donc maintenant, nous Merci allons passer... parce que vous avez rejoint le club le club des médias censurés sur voilà. Bienvenue au club. Hein, je crois que c'est. Ouais, non mais c'est important sur de dire. Facebook, sur Facebook. Non mais c'est important. Hein, sur Facebook, je crois qu'on peut plus faire de commentaires pour vous. Enfin, Ouais, voilà. il y a En direct, je peux plus les lire. En fait. Voilà, sur Facebook Live, il y a le chat qui. C'est trop mignon. Enfin, vous êtes censuré comme moi. C'est une espèce de censure qui ne dit pas son nom. Ouais, hein, douce, mais sans message d'avertissement. sans message d'avertissement, tout se fait derrière la rideau, de manière vraiment perverse, quoi. Bah justement, en parlant de censure, là, on va faire maintenant un direct sur Periscope. Donc maintenant, pour ceux qui sont sur YouTube, abonnez-vous à mon Periscope sur Indépendance Live TV et vous allez pouvoir poser vos questions. Mais on était en direct là Non, là, on n'était pas en direct. D'accord. Donc là, maintenant, vous pouvez poser vos questions en direct. Donc abonnez-vous à mon Periscope Indépendance Live TV. Donc il y a une première question. Si la France quitte l'Europe, est-ce qu'elle peut y arriver, tout simplement? Bien sûr. Mais, on est en train d'essayer de nous vendre l'idée que la France n'a jamais existé avant sans l'Europe, quoi. C'est quand même incroyable. C'est une escroquerie médiatique absolument phénoménale, quoi. La France ne peut pas survivre. Moi, je rappelle quand même à tous nos spectateurs que la France de Napoléon a envahi quasiment une bonne partie du monde, enfin du moins toute l'Europe. Donc je vois pas très bien pourquoi on pourrait pas survivre sans l'Europe. C'est grotesque. Mais l'Europe a quand même bien fait son travail de sape, hein, parce qu'ils se sont débrouillés à ce qu'on n'ait plus de hauts fourneaux, à ce qu'on puisse plus fabriquer du métal, à ce que par voie de conséquence on puisse fabriquer des chars, des wagons, des canons, etc. Et puis progressivement, surtout, ils nous ont enlevé comme
comme aux Grecs, la possibilité de fabriquer nos propres billets de banque. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, les gauchistes de Syriza sont très très embêtés, et c'est pour ça qu'ils ont cédé de manière aussi honteuse il y a 2 ans lors des élections législatives. C'est parce que l'Europe s'est débrouillée pour leur enlever toutes leurs imprimeries, entre guillemets, qui auraient pu leur permettre de fabriquer leur propre, revenir au drachme et fabriquer leurs billets de banque. Ça montre, par exemple, Syriza voulait imprimer leurs billets en Russie. Non, parce qu'ils n'avaient plus les imprimantes, suffisamment d'imprimantes disponibles pour fabriquer ce qu'il faut en nombre de billets de banque pour revenir au drachme. Très bien. Et une autre question, est-ce que le cours de l'or est manipulé? Bah, évidemment que le cours de l'or est manipulé. Le cours de l'or est manipulé maintenant depuis à peu près une quinzaine d'années, mais la plus grosse manipulation a commencé donc en 2009. En 2009, parce que moi, j'ai 30 ans d'expérience de journalisme, m'a toujours vu, chaque fois qu'il y avait une guerre, le cours de l'or, par exemple, pouf, ça montait aux cieux et ainsi de suite. Or, depuis qu'on a cette crise absolument phénoménale due à l'explosion de Wall Street le 29 septembre, les Américains permettent que 90 lingots d'or en papier, donc qui n'existent pas, soient cotés en même temps que l'or physique qui existe lui. C'est absolument invraisemblable, ça s'appelle de l'escroquerie. Et cette escroquerie, elle est connue de tous, la Fed ne s'en cache même pas, et c'est grâce à ça que le cours est maintenu aussi bas. Et ce que vous voyez aujourd'hui en Inde, vous assistez à la plus grande catastrophe mondiale monétaire. Pour empêcher les Indiens d'acheter de l'or, parce que là, pour eux, c'est vraiment une question c'est culturel chez eux. Eh bien, du jour au lendemain, le gouvernement indien a décidé de supprimer. Alors, je vous le fais à la française. Ils disent voilà, du jour au lendemain, le billet de 20 euros et le billet de 50 euros n'est plus valable. Donc, vous avez exactement 3 semaines pour changer vos billets à la banque. Et si vous ne pouvez pas justifier la provenance de vos économies, on vous prend 75%. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Inde. C'est dingue. Allez sur la revue de presse, vous allez voir, il y a un grand article sur ce qui se passe en Inde. Vous avez même des coupures de journaux de Tamoul et indiens qui vous montrent l'étendue du désastre. Et personne n'en parle de ça. C'est quand même incroyable. Et c'est pour empêcher les Indiens d'acheter de l'or. Parce que tous les achats des Indiens font remonter obligatoirement et mécaniquement le cours de l'or tous les jours. Très bien. Là, il y a Warren GB du 78 qui nous dit quelles seront les relations entre Trump et la Fed? Les relations entre Trump et la Fed ne vont pas être très très bonnes. D'une part parce que Trump a toujours été très proche de Ron Paul. Ron Paul est un sénateur, est un représentant démocratique américain. C'est le père de Paul, qui a été également, je me souviens plus du prénom de son fils, je crois que c'est Rand Paul. Enfin bon, c'est les Paul, père et fils. Donc Paul s'est toujours opposé à la Fed. Il a même écrit des livres en disant End the Fed, qui a été un succès absolument colossal aux États-Unis, parce que la Fed manipule aujourd'hui il fabrique de la planche à billets. Vous devez savoir que la Fed a imprimé plus de monnaie de singe entre 2008 et 2016 que depuis 1913 et 2008. Je ne sais pas si vous réalisez. Voilà. Et donc toute cette masse d'argent de papier-monnaie, de monnaie de singe, aujourd'hui est en train de détruire toute l'économie, absolument toute. Et donc Trump, même hier et avant-hier, a reçu un certain nombre d'ennemis, entre guillemets, politiques de la Fed. Je ne sais pas s'il va y arriver, parce que n'oubliez pas, Kennedy aussi voulait s'opposer à la Fed. Et ça lui a coûté très cher. On voit comment il a fini. Voilà. Donc c'est très très important. La première chose que Johnson avait faite, donc le successeur de Kennedy, c'est parce que Kennedy voulait revenir en fait à une monnaie en argent, parce que et la première chose qu'a faite, c'était d'annuler en fait l'ordre exécutif de Kennedy concernant les pièces d'argent. Mais Trump, c'est pas vraiment un ami entre guillemets de la Fed. Très bien. Et est-ce que son élection pourra être annulée ou pas? Écoutez, je vois mal comment son élection pourrait être annulée, mais vous savez, aux États-Unis, une balle est si vite partie. Donc là, ce qu'on observe aujourd'hui, si vous voulez, c'est absolument épouvantable, parce qu'on voit que Wall Street est en train d'augmenter depuis que on nous avait dit que si Trump les médias nous ont menti de manière absolument épouvantable. Ils nous ont dit que si les Anglais votaient pour le Brexit,
le monde entier allait s'arrêter, l'Angleterre allait s'arrêter, etc. Résultat des courses, jamais la City n'a été aussi prospère que depuis que... parce qu'ils sont en train de se transformer en paradis fiscal. Hein, la première chose. On nous a dit que si Trump allait être élu, Wall Street allait s'effondrer. Résultat des courses, Wall Street est en train de battre des records. Mais ils sont en train de battre des records, pourquoi ? Parce qu'ils licencient massivement. Donc, vous savez, Wall Street aujourd'hui, il ne faut pas voir ça comme la santé de l'économie, mais comme surtout le nombre de millions de gens qui sont licenciés. Plus Wall Street monte, plus il y a de millions de licenciés. C'est comme ça que vous devez le voir. Très bien. Là, il y a Atmob qui nous demande si Trump pourra s'opposer à l'État profond américain. Attendez, il a été élu par l'État profond américain, mais je ne sais pas de quel État profond. Est-ce qu'il parle du peuple ou il parle des forces financières qui étaient déjà dénoncées à l'époque par Eisenhower? Je pense qu'il parle de ça plutôt. Oui, ça va être difficile pour lui. Ça va pas être évident parce que Hillary Clinton était financée par, vous savez, par tous les fous de guerre pour lesquels seule une Amérique qui fait la guerre partout permet de faire tourner General Electric, les marchands de canons, les marchands d'avions, de guerre, évidemment, les chars et j'en passe et des meilleurs. Ce sont eux qui tiennent, vous savez, CNBC par exemple, si vous prenez CNBC... Il parle de l'état profond des forces financières en fait. Voilà, c'est ce que j'ai compris. CNBC, qui est la chaîne économique financière américaine, hein, c'est une sorte de BFM économique, appartient à General Electric. General Electric vend des avions. Des avions de chasse et surtout de l'électronique militaire. Hein, c'est un conglomérat absolument colossal qui a d'ailleurs beaucoup d'activités en France et qui a racheté un certain nombre de choses en France pour les détruire de manière à ce que les Français ne soient plus des concurrents sur les marchés internationaux. Donc oui, Trump aura beaucoup de mal à s'opposer à ça. Il va falloir il a 90 jours pour s'y opposer. S'il ne fait rien pendant 90 jours, il est mort. De toute façon, c'est simple. Si Trump ne fait pas ce qu'il a dit, mettre Hillary Clinton en prison, 2, construire le mur, il est mort. Voilà. C'est parce que tous les Américains ont retenu ça. S'il ne tient pas ses promesses, vous savez, c'est comme le Karcher de Sarkozy, hein, à Argenteuil, je ne sais pas où. Hein, s'il ne passe pas le Karcher, ça lui a coûté très cher lors de la deuxième élection. Donc là, il y a une question, combien de temps reste-t-il à la Deutsche Bank avant qu'elle s'effondre ? Vous savez, la Deutsche Bank, comme la Montepaschi, vous savez, ce sont des banques, d'ailleurs comme le Crédit Agricole, hein, lorsque la capitalisation de la banque est revenue à peau de chagrin, c'est-à-dire autrement à rien, comme la Montepaschi qui est tombée à quasiment à zéro il y a encore une semaine, ce sont des banques qui normalement auraient dû exploser depuis longtemps. C'est là où vous voyez l'inégalité absolue, c'est l'escroquerie mondialisée. Hein, si vous aviez par exemple, vous avez une entreprise, je sais pas, vous fabriquez des rails. Hein, pour le tramway, hein, et que vous êtes dans la même situation que la Montepaschi, vous aurez été en liquidation judiciaire pure et simple. Mais parce que vous avez 4,5 millions de comptes d'Italiens ou de Français, on vous maintient un flot. Donc avec la planche à billets, effectivement, la Deutsche Bank aurait déjà dû exploser depuis très 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 longtemps. Et aujourd'hui, ça pose un grave problème politique à Angela Merkel, parce qu'elle avait dit qu'elle ne sauverait pas la Deutsche Bank, mais la Banque Centrale Européenne s'y oppose, M. Draghi, M. Goldman Sachs s'y oppose volontairement, parce que si la Deutsche Bank saute, toutes les banques américaines sautent. Donc en aucune façon, ils ne laisseront tomber la Deutsche Bank, c'est pas possible. Si la Deutsche Bank explose ou si la Montepaschi explose, toute l'Europe explose. Et par voie de conséquence, c'est un effet domino. Les banques américaines explosent les unes après les autres. Très bien. Là, on a une question. Pierre, as-tu entendu parler de l'affaire Pizzagate ? Info ou intox ? Justement, Mohamed m'en a parlé tout à l'heure. J'ai pas trop bien suivi là. J'ai pas trop suivi. En fait, c'est une affaire de pédocriminalité dans une pizzeria. Oui, j'ai cru comprendre qu'en fait c'est surtout que comment dire, le directeur de campagne d'Hillary Clinton était mêlé, mais j'ai pas trop suivi. Non, non, je suis désolé. Très bien. Donc d'autres questions pour Pierre Jovanovic, parce que ça passe trop vite. Pourquoi les questions vont trop vite ? Oui, ils vont trop vite, donc ça part après. C'est ça sur Periscope en fait. Ah bon, tu peux pas revenir en arrière ? Ouais, non, je peux pas revenir en arrière. D'accord, bon alors... que pensez-vous de la banque Lutz ? Lutz ? C'est pas une... Enfin, j'ai pas d'opinion. La banque Lutz... D'abord, je vois pas très... C'est quoi ? C'est une banque luxembourgeoise ?
Je ne sais pas, ça nous, ça vous. Elle a pas fait en tout cas. Donc, le meurtre de David Rossi, c'est dans la première partie de l'interview qui sera disponible sur YouTube, sur ma chaîne YouTube prochainement. Donc c'est la première partie de l'interview, c'est sur le meurtre de David Rossi. J'ai pas vu passer comment dire, d'articles de presse en 8 ans sur cette banque, donc j'ai aucune info là-dessus. Très bien. Il y a un internaute qui demande pourquoi l'Allemagne est le leader de l'Europe. C'est quand même pas très très compliqué. N'oubliez pas que l'euro a été fait. Quand je parle de la monnaie, hein, la monnaie euro a été faite précisément pour le Deutsche Mark, c'est-à-dire que c'est taillé autour du Deutsche Mark. Et donc aujourd'hui, c'est le Deutsche Mark qui fait la pluie et le beau temps, de la même façon que le dollar fait la pluie et le beau temps dans le reste du monde. Toutes les autres monnaies, aujourd'hui, tous les autres pays en fait payent pour l'Allemagne. C'est ça que vous devez savoir. Et je vais vous donner une autre. Vous le retrouvez ça sur la revue de presse, c'est très très important. Regardez l'histoire, la fameuse histoire de ces putains de. Pardonnez-moi d'être un peu vulgaire, des garanties bancaires. On vous dit, si votre banque vous fait faillite, vous êtes garanti à 100 000 euros. C'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de 100 000 euros, vous l'aurez perdu. Hein, c'est la banque qui va vous le prendre. Voilà. Donc si vous avez 1 million par exemple, il vous restera 100 000 euros. Hein, vous aurez perdu 90%. Cette garantie de 100 000 euros, elle est pour tout le monde, enfin, je veux dire, pour tous les pays européens. Est-ce que vous imaginez que les Roumains également sont garantis à 100 000 euros ? Et c'est absolument scandaleux, puisque le PIB par habitant des Roumains, il est de, je vous le donne de tête, hein, vous l'avez sur la revue de presse, c'est je crois 8 000 euros, alors que celui des Luxembourgeois, il est de 100 000 euros. Donc il y a quelque chose qui est profondément injuste, et c'est volontaire. Vous voyez qu'en fait, toutes les richesses des Européens sont captées uniquement pour permettre aux Allemands d'être les numéros 1 et ensuite, effectivement, de vider les poches des autres pays, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal. C'est pas pour rien qu'ils nous appellent les pigs, hein. Ne l'oubliez pas. Et des Français, bien entendu. Très bien. Donc d'autres questions. Donc une loi pourrait-elle permettre aux banques d'avoir moins de pouvoir ? Ah bah évidemment. Évidemment. D'abord, la première chose, vous savez, ce que je ferais, c'est nationaliser toutes les banques. Déjà, c'est la première chose. Exactement comme on a fait en 1940, en 45. Hein, on a nationalisé toutes les banques. La loi a été votée un vendredi à 5h, de manière à ce que personne ne puisse réagir. Et le lundi matin, les banques étaient nationalisées. Terminé. On n'en parle plus. Voilà. Tant pis pour les actionnaires, parce que là une banque, ça devrait être un service public, hein, et ne pas permettre à des gens privés de s'enrichir sur le dos. C'est des parasites. Un banquier, c'est un parasite. Hein, c'est un parasite, c'est une tique, c'est une pute. Hein, voilà. Bah oui. Qu'est-ce que vous voulez ajouter ? Moi, je dis toujours ça. Regardez, je l'ai dit à vos spectateurs. Quand vous touchez votre salaire là, hein, demain vous allez toucher votre salaire, mais c'est pas vous qui le touchez en premier, c'est votre banquier. Et votre banquier va se servir, il va prendre ses commissions, etc. Patati patata. Et puis il vous donnera le reste. Et encore, si vous allez à votre banque, vous dites donnez-moi 3 000 euros, vous dites non monsieur, j'ai pas. Vous trouvez ça normal ? C'est du vol, c'est de l'escroquerie. De supprimer le liquide aussi. Voilà. Mais bien sûr, ils veulent supprimer le liquide parce que ça permet, si vous voulez, aux banques de garder tout l'argent par devers elles. C'est une méga escroquerie, c'est une dépossession, c'est du vol organisé par une clique de banquiers. Et mon enquête sur la Montepaschi vous montre la corruption totale et en fait, comment dire, cette espèce de cartel politique, juridique et banquier. Hein, et police, hein, j'oublie la police. Mais la police reçoit ses ordres des politiques et de la justice. Donc il y a une internaute qui demande comment changer, comment se sortir de cette situation. Écoutez, moi, la première chose, si vous voulez, ce serait de nationaliser les banques, hein, du jour au lendemain, de rendre une banque universelle, du moins déjà de séparer ce qu'on avait avant, hein, de séparer déjà les banques d'affaires, hein, qui prêtent, mais alors à leur risque et péril, hein, comme on dit, et puis une banque universelle dont la seule tâche serait de gérer, de permettre aux gens d'avoir des moyens de paiement, mais de ne pas se servir, ou alors d'être payé juste 2 euros par mois pour la gestion du truc. Voilà, c'est tout. Et aucune banque ne pourrait prendre de l'argent des gens, hein, par exemple en commission d'intervention et autres conneries. Voilà, ça c'est ça une banque. C'était ça les banques avant. Avant la grande révolution qui a été imposée par Goldman Sachs dans les années 90. Moi, je rappelle que c'est comme Clinton qui a voté l'annulation de la séparation des banques d'affaires et des banques publiques, des banques de dépôt. Donc là, il y a Admob qui nous demande où sont les stocks d'or de la France. Les stocks d'or, il y a place des Victoires.
Place des Victoires, si vous allez Place des Victoires à Paris, vous verrez le siège de la Banque de France, et vous verrez bien d'ailleurs qu'il y a marqué Eurosystème. Donc c'est un hommage, on va dire, à John Law. C'est ce que j'explique dans mon livre sur John Law. C'est John Law qui a inventé le plus grand escroquerie de l'histoire de France, c'est John Law. Et donc l'histoire se répète, vous voyez, et ça se répète amplifié. Les Français sont volés. Et les Américains veulent mettre la main sur les stocks d'or de la France, comme ils l'ont fait, on le voit en ce moment en Inde. Et on le voit bien entendu en Espagne et surtout en Grèce. La première chose qu'ils ont faite, ils ont fait une ligne pour sauver la Grèce. On dit voilà, si vous payez pas, on vous prend tout de suite ce qui vous reste en stock d'or. Et déjà, vous allez nous donner l'autre partie, on le prend en garantie. Donc les stocks d'or, il y a Place des Victoires et puis il y a également dans la Creuse, pas dans la Creuse, pardon, la Creuse, c'est en creusant qu'on trouve de l'or certes, mais c'est plutôt du côté de Roquefort, là où on fait le fromage, le Roquefort. Donc là, il y a Alexandre qui nous demande si Marine Le Pen passe, est-ce qu'il y aura un Franxit et quelles sont les conséquences ? Marine Le Pen, la position de Marine Le Pen est très curieuse parce que depuis qu'il y a Philippot, elle a commencé à changer d'opinion sur la sortie de l'euro, etc. C'est pas très clair. En théorie, en fait, si on écoute Marine Le Pen et ce que dit le FN, par exemple, techniquement, ce qu'ils veulent, c'est la sortie de l'Europe immédiate, mais obligatoirement, de toute façon, il faut sortir de l'euro. C'est une question de survie. C'est une question de survie. Et on a vu, par exemple, que Ménard est venu s'opposer à Marine Le Pen en disant il faut rester dans l'euro. Mais de quoi il se mêle ? Il n'y connaît rien en économie, Ménard. Donc, mais vous voyez déjà que rien qu'au sein du FN, déjà, il y a des problèmes là-dessus. Voilà. Donc pour 2017, qu'est-ce que vous voyez alors ? Pour 2017, je vois quand même... on voit que là, on voit à plusieurs reprises... vous savez, ma censure sur Facebook, moi j'étais censuré la veille des élections, je crois, régionales. C'était il y a un an, au mois de décembre. Il y a eu un immense vote de plébiscite pour Marine Le Pen et pour le FN. Ensuite, vous avez vu, tous les sondeurs nous ont... Alors que tous les sondeurs ont dit qu'elle ne ferait pas son score. Ensuite, avec le Brexit, vous avez tous les sondeurs qui nous ont répété 6 mois avant que de toute façon, les Anglais vont rester dans l'Europe et patati patata, et que les opposants à l'Europe n'ont aucune chance. Résultat des courses, au cours de la nuit, ça a basculé. Les Anglais ont voté pour sortir. Ils ont fait mentir tous les médias qui étaient contre, et bien sûr tous les instituts de sondage. On l'a vu avec Donald Trump. Il avait tout le monde contre lui, tous les grands patrons des médias, tous les grands patrons d'Internet, tous les grandes stars d'Hollywood, tout le monde, absolument tout le monde. Et malgré ça, il a gagné. Je pense que en 2017, on risque d'avoir une surprise énorme au premier tour. Énorme, absolument énorme. Je pense qu'il y aura un raz-de-marée pour Marine Le Pen. Rebonsoir, donc ça a coupé en direct, comme vous l'avez vu. Donc là, vous parlez de Marine Le Pen. Oui, vous me posez en fait, on parlait de tout ce qui était que le peuple. Des sondages. Voilà, que le peuple, en fait, en fait, tout ça, c'est le peuple qui se venge des médias, qui essaye de nous vendre, comme d'ailleurs on l'a vu avec Fillon. Tous les médias, 75 couvertures de magazines pour Macron, 52 couvertures pour Alain Juppé. Pour Sarkozy, n'en parlons même pas. Depuis 6-8 mois, tous les médias BFM-VC en tête nous ont vendu le duel Fillon-Sarkozy. Quand Fillon est sorti pendant une semaine, tout BFM-VC a essayé de pousser Alain Juppé. Résultat des courses, 70%, je le fais à la louche, 70% pour Fillon et 30% pour Alain Juppé. C'est la méga claque. Le peuple ne veut plus être manipulé par les médias BFM-VC en tête. Voilà. Et je rappelle que BFM-VC, ça appartient à un citoyen étranger qui a renoncé à sa nationalité française. C'est quand même très très important de le noter. Donc je disais au moment où ça a explosé que Marine Le Pen risque effectivement au premier tour d'avoir un raz-de-marée, d'avoir une sorte de... Il y aura un vote de ras-le-bol, de vote d'écœurement exactement comme le phénomène Trump. Et d'ailleurs, je viens de voir, au moment où j'ai tweeté, là, je viens de voir que si Fillon, s'il y a un duel Fillon-Marine Le Pen au deuxième tour, Marine Le Pen gagne 8 points parmi les défavorisés. Les Sandans, les gueux. Oui, les Sandans, les gueux votent pour Marine Le Pen. Ils ne votent pas pour Fillon. En fait, oui, mais le problème, c'est que tous
tous les tradis vont voter pour Fillon. Tous les... T'as la manif pour tous, etc. Oui, mais c'est une partie de la population française. Je veux dire, c'est comme tous les gauchos vont voter Mélenchon. Est-ce que François Fillon ne va pas prendre beaucoup de pourcents à Marine Le Pen comme ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant à observer. Le problème, c'est que Fillon a 5 années déjà d'action derrière lui. Donc, on va là, je peux vous dire que tous les partis politiques sont en train de regarder tout ce qu'il a fait pour pouvoir lui balancer ça à la figure pendant la présidentielle qui va commencer l'année prochaine. Ça va être extraordinaire à observer. Vous pouvez être sûr qu'ils vont essayer de lui trouver toutes les casseroles possibles et imaginables. C'est une évidence. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 candidats qui vont véhiculer la colère du peuple. C'est pas Fillon, hein. C'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Donc il y a une internaute qui nous demande, Pierre, ça fait quoi d'avoir raison depuis 2008 ? Ça fait quoi d'avoir raison depuis... Bah écoutez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que mon analyse que j'avais exposée dans le livre qui s'appelle 777 est valable. De toute façon, quand Benoît XVI a démissionné, j'ai su qu'effectivement, là, à partir de ce moment-là, tout ce que j'avais explosé ou explosé aussi, dans le livre 777, allait se passer. Et vous le voyez aujourd'hui. Ce qui se passe en Inde est le résultat de ce que j'ai écrit dans le livre 777. C'est même une illustration de mon dernier livre, le 666, ou la révolte des peuples à cause de la planche à billets, de la monnaie de singe. Je pense qu'un écrivain, vous savez, les musiciens, les écrivains sont des médiums à leur façon. Je le dis depuis très longtemps. Vous savez, si vous allez sur quotidien.com, vous avez toile inspirée et vous verrez toutes les toiles, toutes les musiques, etc. que mes différents livres ont inspiré aux artistes et aux lecteurs. Je trouve ça très intéressant. Et d'ailleurs, on en voit derrière moi. D'ailleurs. Il vous demande d'ailleurs quel artiste derrière ce tableau. Bouyan, c'est Guillaume Bouyan qui a interprété avec ce tableau le 777. D'ailleurs, il m'a peint là, juste sur le côté là. Ouais. On peut le voir. Bon, on peut le voir. Vous pouvez le voir. Vous avez un agrandissement sur le site dans toile inspirée A. Bah, tu pourras filmer. Tiens, filme. Là. Donc là, on voit. Ici là, avec les roses. Et en fait, Bouyan m'a expliqué qu'il a peint cette main géante sur mes épaules parce qu'il disait vous êtes inspiré par Dieu. Donc c'est la main de Dieu. Je dis voilà, écoutez, je suis très flatté. Très bien. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vous êtes en direct. Alors là aussi, les questions défilent trop vite, c'est ça ? Non, là, il n'y en a pas, mais ils sont toujours... C'est pas parce on s'est déconnecté, c'est ça ? Je sais pas. Est-ce que la gauche peut annuler les élections ? La gauche américaine ou la gauche française? Ou quelle chance pour Macron, une autre question? Franchement, je vois aucune chance pour Macron. Vous savez, Macron, c'est un peu comme Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'est le super exemple. Bruno Le Maire, c'est le technocrate, c'est l'énarque, qui avait les crocs qui rayaient le parquet, et puis même il rayait le parking en dessous, tellement il se voyait déjà. Les sondeurs lui donnaient 15%. 15%. Entre 14 et 15. Si vous allez sur la revue de presse, vous avez même un rappel d'un sondage du journal du dimanche. Vous avez une capture écran. Bruno Le Maire a terminé avec je ne sais plus combien de 3%, enfin peanuts quoi. C'est pas les 15% qu'on lui a dit. Je me souviens des premiers résultats, il était à 2,4%. 2,4%, contrairement aux 14% ou 15% que lui donnaient les sondeurs. Ça veut dire que le peuple français n'a pas voulu jouer, et le peuple français est suffisamment intelligent, et je dirais même qu'il est extrêmement intelligent, et il a rejeté tous les énarques, tous les technocrates qui n'ont aucune chaleur, qui n'ont aucune empathie vis-à-vis du peuple. Parce que autant Sarkozy, Chirac avait une empathie avec le peuple, c'est pour ça que les Français l'ont apprécié. Mitterrand c'était un lecteur, c'était un grand littéraire, il avait une empathie pour le peuple. Juppé n'a aucune empathie, Bruno Le Maire n'a aucune empathie, ce sont des technocrates glacés, ils ont été rejetés. Oui, Fillon, oui, il est extrêmement apprécié, depuis 20 ans il est extraordinairement apprécié dans la Sarthe. Je suis allé à la soirée à la Maison de la Chimie, oui. J'ai pas vu vraiment de peuple, c'était vraiment... mais il n'y a pas le peuple. Non mais attends, Fillon a été élu par les cadres supérieurs.
Il y a eu 4 millions de cadres supérieurs, de cadres supérieurs, de bourgeois qui ont élu. C'était les élections de la droite, c'était pas les élections de l'extrême gauche. Il y a de nombreuses personnes de la gauche qui ont voté, comme 15%, je crois. Ouais, enfin, ce que disent les sondeurs. Je pense que les gens d'extrême gauche sont suffisamment radins pour pas vouloir donner 2 euros aux mecs de droite, déjà. Mais vous pensez quoi de ce fichage? En fait, on doit signer comme quoi on adhère aux valeurs de droite. Donc il n'y a plus besoin d'isoloir, alors c'est quand même. Je les emmerde. Bah attendez, moi je suis allé voter. Je les emmerde, j'ai signé leur truc, mais j'en ai rien à cirer. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de leur truc? Mais je les emmerde. De la même façon que s'il y a une primaire à gauche, j'irai voter. J'irai voter. Ça m'amuse d'ailleurs d'aller voter, justement de modifier leur... puisqu'ils veulent jouer à l'américaine. Vous savez, n'oubliez jamais, ces primaires, elles nous sont imposées par les Américains. C'est exactement le système américain. Pourquoi les Américains nous imposent ça? Pour le fameux gouvernement mondial. Mais le gouvernement mondial, c'est pas un gouvernement mondial, c'est un gouvernement américain. Donc il nous impose exactement les mêmes structures politiques que là-bas, de manière à pouvoir l'étendre, c'est tout. Alors, moi je le vois depuis maintenant 10 ans, toutes les lois qui sont votées en France, en Europe, en fait elles sont calquées sur les lois américaines. Et donc est-ce que Trump s'opposera au gouvernement mondial ou pas du tout? D'abord, attendez, le gouvernement mondial n'existe pas, c'est un gouvernement américain. Non mais à la volonté du gouvernement mondial. C'est un gouvernement américain. Il n'y a pas d'ordre mondial, il y a un ordre américain. On a vu qu'il refuse de nombreux traités, Trump. Mais il a raison. Mais il a complètement raison. Trump, qu'est-ce qu'il a fait, Trump? Vous savez, moi je le vois dans ma liste des licenciements. Vous le savez pertinemment. Ma liste de licenciements, je la fais quand même depuis 2008. Ma liste de licenciements est devenue la température en France pour tous les gens qui veulent être informés. Dans ma liste de licenciements, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu par exemple Honeywell. Honeywell, ils avaient une grosse usine aussi, de fabrication de climatiseurs, d'air climatisé, de machines. Et en fait, les mecs, je ne sais pas s'il y a 6 mois, 1 an, 8 mois, je dirais même, ils ont fermé l'usine et ils l'ont délocalisé au Mexique. Donc voilà. Donc c'est produit au Mexique, les Mexicains, Honeywell Mexique l'exportent aux États-Unis et ça rentre dans le chiffre du commerce extérieur mexicain. Donc du coup, évidemment, la balance des paiements entre Mexique et États-Unis commence à faire. Mais les mecs de Honeywell, les actionnaires, ils en ont rien à foutre. Ils disent, moi je préfère payer un mec à 100 euros de la semaine plutôt que de le payer au tarif européen ou au tarif américain. Ils ne voient que l'argent, il n'y a que ça qui les intéresse. L'environnement social ne les intéresse pas. Ils s'en foutent. Ils n'en ont rien à foutre que 3000 ouvriers crèvent la dalle. Ils s'en foutent que 3000 ouvriers, que 3000 familles soient dans la merde jusqu'au cou. Ils s'en foutent. Et Trump veut s'opposer à ça. Et c'est là-dessus qu'il a été élu. Vous savez, n'oubliez pas, je suis bilingue, donc totalement bilingue. Donc j'ai écouté tous les discours de Trump. Et c'est là-dessus qu'il a été en grande partie élu. Il dit, je vais faire revenir l'emploi aux États-Unis. Je vais tout faire pour empêcher les sociétés de délocaliser au Mexique. Et il a raison. Et c'est ce qu'on devrait faire en France, interdire les délocalisations au Maroc, interdire les délocalisations en Slovénie, en Roumanie, et Dieu seul sait où. Là, j'ai vu Volkswagen. Regardez, je vous donne un exemple typique, ça s'est passé la semaine dernière, enfin cette semaine même. Volkswagen annonce 30 000 licenciements. Alors, soi-disant à cause du scandale, mais on s'en fout. Les ventes de Volkswagen n'ont pas été abîmées à cause de ce scandale, tout le monde s'en fout. En revanche, qu'est-ce que vous avez vu en toute discrétion? Que Volkswagen va monter une usine, alors je ne sais plus si c'est en Algérie ou en Tunisie. Voilà. Donc c'est 30 000 délocalisations que vous avez vues. Et c'est même pas en Europe. C'est même pas en Slovénie, c'est même pas dans les pays membres de la communauté européenne. C'est carrément dans le pays au Moyen-Orient. Où ils sont payés encore moins cher qu'en Europe. Et est-ce qu'il y a un Trump en France ou pas du tout? Il y avait Nigel Farage. Non mais en France, ça c'est en Angleterre. Non, il n'y a pas de... Je ne vois pas de... Nicolas Dupont-Aignan est un énarque. Nicolas Dupont-Aignan a exactement le même problème que Bruno Le Maire. Il a exactement le même problème que Juppé. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tous ces profils sont quand même assez proches. C'est des gens qui sont glacés. Alors, ils sont très bons maires, ils sont très bons, ils sont très très appréciés dans leur... Mais il y a quelque chose qui les empêche de passer à un niveau supérieur. C'est également le cas d'Asselineau, par exemple. C'est tous des énarques. Voilà. Vous savez, les Français sentent quand il y a quelqu'un qui les aime. Philippot également est un énarque. Bah oui, Philippot, voilà, typiquement, voilà, vous l'avez dit, c'est le meilleur exemple. Il y a un rejet des énarques. Qu'est-ce que vous avez vu là? Vous avez Juppé a été écrasé
écrasés. Ils pensaient faire 40-45%. Ils ne s'attendaient pas à une telle humiliation. Ils ne s'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à une telle humiliation. Les Français ont rejeté massivement les technocrates qui sont indifférents à la souffrance du peuple. Ils n'ont rien à foutre que les usines ferment les unes après les autres. Vous n'avez pas vu Juppé venir en proposant une loi en disant il faut arrêter les délocalisations. Le maire non plus. Il n'a pas fait. Et je ne parle pas de maintenant, je parle d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ils n'ont pas fait ça. Et comment expliquer les 0,3% de Copé? 0,3%, d'une part parce qu'il a quand même truandé les élections. Hein. En plus, il était mouillé dans l'affaire Takedine. Bon, alors Copé, on s'en fout, il est mort de toute façon. Sarkozy également était mouillé dans plusieurs affaires. La Libye, ce qui lui est arrivé. Mais il a quand même eu 22%, je crois. Oui, mais c'est pas Pourquoi du tout 0,3%? Est-ce que c'est normal? On avait dit que Sarkozy serait à plus de 50. Parce que Copé, c'est quand même un cadre des Républicains. Non, c'est fini. Il a plus aucune crédibilité. Il n'y a que dans sa mairie, un mot, qu'il a une crédibilité. Les Français, il ne faut pas confondre élection locale, municipale, avec élection nationale. Jamais. Jamais. Ça, c'est une grande loi de tous les sondeurs et tous les politiques vous le disent. Très bien. Atmob nous demande quelle est la banque la plus fiable en France? Je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de banque vraiment fiable. Je dis toujours, c'est la moins pire. Aujourd'hui, c'est la BNP. Je précise bien, la moins pire, parce que c'est elle qui a le plus grand nombre d'agences. Elle a également une présence à l'étranger. Si la BNP saute, tout saute. Voilà. Donc aujourd'hui, la BNP, c'est la moins pire. Après, vous avez les banques privées. Vous avez la banque Pictet, c'est des banques suisses, mais vous avez Banque Rothschild, vous avez tout un tas de banques comme ça, mais le ticket d'entrée est très cher. Voilà, donc vous n'irez pas avec vos... Si vous êtes au SMIC, là, vous pouvez... no comprendo. Et la pire? La Banque Postale, évidemment, la Banque Postale. Je le dis depuis maintenant 3 ans, 4 ans... Quittez la Banque Postale, allez à la BNP, dépêchez-vous, tant qu'il est encore temps. Très bien. Pour vous, qui sera président en 2017 ? Je dirais que ça va être plutôt bicéphale, parce que ce que je pressens, là je vous le dis comme ça, j'aime pas trop jouer au médium ou à mais ce que je pressens comme ça, c'est qu'il y aura un raz-de-marée pour Marine Le Pen, ça c'est une évidence. Et que le poids du FN, enfin du moins de Marine Le Pen, oubliez le FN, c'est plus Marine, le poids de Marine Le Pen va être tel que le gouvernement en place, en admettant que ce soit Fillon par exemple, il ne pourra pas tenir avec un système législatif tel qu'il est aujourd'hui. On sera obligé de revenir à une proportionnelle, sinon ça va être la guerre civile. C'est impossible. De toute façon, déjà là, on est en guerre larvée. On ne peut pas avoir une représentation à l'Assemblée nationale qui ne représente pas 30% minimum des Français. C'est pas possible. C'est un déni de démocratie total. Mais je ne suis pas surpris. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les banques ont acheté la démocratie depuis très très longtemps. Donc là, il y a Fallo Geek, je crois, qui nous dit que à la BNP, ils prennent pas mal de frais. Je préfère une banque qui prend des frais mais qui donne... quand vous voulez retirer 2000 ou 3000 ou peu importe, qui fait son travail, plutôt qu'une banque pourrie comme la banque postale, qui, elle, vous heurtez à des messageries qui ne répondent jamais, vous devez attendre pendant 2 heures au téléphone, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc je préfère une banque, à la limite, qui fasse... Non mais à la limite, moi ça me paraît normal de payer pour un service. Les services gratuits, ça n'existe pas. Quand quelque chose est gratuit, ça veut dire que c'est vous qui êtes le produit qu'ils vendent. N'oubliez pas, c'est comme sur Internet. Si c'est gratuit, c'est vous qu'on vend. Facebook, par exemple. Toutes vos informations, Facebook les vend. Ne l'oubliez jamais. Ah mais bon, sur Facebook, quand vous cartonnez, là, ils vous censurent. C'est pas logique. Facebook, évidemment. Oui, mais c'est une censure politique. Ouais. Vous faites l'objet d'une censure politique, je fais l'objet d'une censure politique. Et ça va être pire dans les 6 mois à venir. Donc là, il y a un internaute, Di Zamo, nous demande que pensez-vous des banques coopératives ? C'est une question qui revient très souvent sur le tapis. Les banques coopératives, c'est la même chose. En Angleterre aussi, ils ont les banques coopératives. En France, en tout cas, les banques coopératives sont affiliées toujours à des grandes banques, Société Générale, etc. Elles ont 3 agences en France ou 4. C'est du pipeau pour moi. En cas de couture, je préfère encore être dans une grosse banque, CIC, éventuellement, BNP. Société Générale, il faut éviter. Société Générale, il faut partir. Et LCL aussi. Voilà.
Mais je préfère, moi c'est vraiment, je préfère une seule grande banque du peuple, hein, que 25 banques pourries qui tous essaient de carotter leurs utilisateurs et prendre l'argent sur le compte des gens. Voilà. Très bien. Là, il y a AdMob qui nous demande quand pensez-vous que l'argent liquide va disparaître? Bah, c'est doucement en cours, hein. Je pense que d'ici 10-15 ans, on risque d'avoir. Vous savez, il faut compter à peu près 20 ans pour voir un moyen de paiement s'imposer. Donc, ils ont commencé avec le blockchain il y a à peu près 2 ans. Donc, je pense que d'ici 15-18 ans, on sera tous à éventuellement une monnaie électronique, hein, parce que ça, ils le veulent, hein. Ça, c'est très clair. Très bien. Euh, Est-ce que la France ira mieux économiquement à court terme? Une question de Poly de Touffe. Vous avez vu les licenciements? Les licenciements que, par exemple, aujourd'hui, BFM s'est réveillé et a donné le fait qu'il y a eu plus de 1000 licenciements à Airbus et qu'Airbus ferme son grand site de Suresnes, hein, dans le 92, où il y a 650 ingénieurs. Hein, puis c'est pas n'importe quel ingénieur, hein, c'est les têtes pensantes de la conception d'avions, etc. Ça fait la une actuellement. Ça fait la une, mais moi je l'ai donné il y a 15 jours. Mm. Hein, je l'ai donné il y a 15 jours déjà. J'ai donné toutes les rumeurs et encore j'étais en dessous de la vérité. Hein, parce que quand j'en ai déjà parlé, c'était déjà tout le service informatique d'Airbus, une partie qui devait sauter. Hein, donc je vais revenir là-dessus avec ma liste des licenciements demain. Hein, je vous invite tous à regarder la liste des licenciements parce que j'aurai également la Sur nouvelle vidéo. jovanovic.com, c'est ça? Oui, quotidien, vous faites quotidien comme un quotidien.com. D'ailleurs, Yann Barthès a repris le nom de votre. Bah oui, parce que ça leur permet comment dire, d'avoir un peu plus de. mais ça va il faut pas. porter plainte, là, il faut porter plainte. Vous savez, quotidien, c'est quand même assez générique et il fait plus de la pub pour mon site qu'autre chose. Hein, donc tout le monde sait à quoi s'en tenir avec le petit journal de Barthès et les petits rigolos de gauche, hein, qui font des reportages bidonnés. Moi, j'étais en Grèce au moment où le petit reporter là du petit journal y était. J'ai vu comment il a bidonné son reportage, hein, en omettant de parler des Grecs qui crèvent la faim et en mettant tout sur le dos d'Aube de Ré, par exemple. Hein, voilà. C'était grotesque, c'était absolument grotesque. C'est de la désinformation de gauche, le petit journal ou le quotidien, comme vous voulez. Ça change pas de Canal Plus à TF1. Canal Plus, de toute façon, c'est la gauche caviar. Et à TF1 maintenant, ils sont à TF1 maintenant. Oui, mais c'est la gauche caviar, ça. Ça, c'est ce que j'appelle la gauche caviar, Nouvel Observateur. Oh, l'Obs, pardon. Maintenant, ça s'appelle l'Obs. Très bien. Donc, des dernières questions avant la. Est-ce que vous avez des dernières questions? N'hésitez pas. C'est le direct a coupé comme ça tout à l'heure. Une question sur Marine Le Pen. Ouais, tout de suite sur Marine Le Pen, c'est incroyable, quoi. Je suis pas surpris. Hein. Alors que c'est un téléphone tout neuf, Galaxy S7, il n'y a aucune. Fais attention à ta batterie quand même. Ah ouais, non, là c'est à 92%, donc ça va. Donc là, vous reposez les mêmes questions. Il a voilà, ouais, parce que très souvent ce sont les mêmes questions qui reviennent. Revenu universel, une bonne idée selon vous ou pas? Alors, le revenu universel, pour moi, alors là, c'est la plus grande connerie qui puisse exister. C'est la meilleure solution pour l'abêtissement général. C'est la meilleure solution pour... pourquoi faire des études? Pourquoi lire des livres? Si c'est pour se dire, bah, de toute façon, quoi que je fasse, je serai payé. C'est absolument extraordinaire. Et en plus... Il y a un autre problème avec le revenu universel, c'est que c'est d'une part une richesse créée à partir de rien. Bon, ça déjà, il y a un problème en soi. Mais en plus, c'est une... que font les gens? Ça, on l'a déjà vu avec les essais qui ont été faits. Ils vont s'acheter majoritairement des produits chinois, c'est-à-dire la dernière grande télé, etc. Donc c'est un truc qui vous explose le commerce extérieur. Non mais sérieusement, c'est ça qu'il faut voir. Donc effectivement, un revenu universel pour tout le monde, ok, mais à un moment donné, n'oubliez pas, l'économie, c'est aussi sur l'offre et la demande. Donc si tout le monde a le même revenu, eh ben, on va se retrouver à un moment donné, ça va se reniveler à nouveau, et c'est comme si vous n'avez rien. Très bien. Grosso modo. Il y a un internaute qui nous a dit qu'il a retiré 30 000 € à la banque postale sans aucun problème. Alors ça, je demande à voir, je veux le reçu, ça. Alors là, justement, moi, alors là, ça me fait rigoler, là. En liquide, alors là, je veux les preuves, hein, parce que moi, j'ai des milliers de mails de lecteurs, hein, qui me racontent leurs problèmes, notamment des policiers. Hein, je reviendrai là-dessus la semaine prochaine. Donc les petits rigolos là avec leurs mails, arrêtez. Ça me franchement. Donc il a dit je peux le prouver, donc n'hésitez pas à lui envoyer un mail avec les preuves. Ah bah avec grand plaisir. Donc voilà. Donc, avec grand plaisir. Donc voilà. Donc des dernières questions. Allez, 2 dernières questions. N'hésitez pas.
Il faudrait que je vois comment ça fonctionne ce truc parce que ça m'épate quand même. C'est l'avenir les directs. Ouais, je vois ça. Sur Facebook, ils m'ont. Maintenant, Mais ils là, m'empêchent c'est sur de lire les Facebook commentaires. ou Periscope? Non, c'est sur Periscope parce que sur Facebook, ils m'empêchent maintenant de lire les commentaires en direct vu que ça faisait des 10 000 commentaires. Donc voilà. Incroyable. La censure de Facebook, mais c'est invraisemblable quoi. Mais je suis sûr que... Quand votre prochain livre? Sans doute l'année prochaine, mais là je prends mon temps parce que là, en ce moment je suis un peu épuisé. Vos prochaines dates de signature? Ah oui, c'est vrai, j'ai une signature, parce que c'est bientôt, hein, c'est dans 17 jours, 18. J'ai une grande signature donc à Paris, hein, en face de la gare Montparnasse, au 77 boulevard Montparnasse, le 17 décembre. Donc le 77, oui, on retrouve le 7-7. 7-7. Dédicace à tous les 7-7. C'est le 77 boulevard Montparnasse, donc de 14h à 19h, 20h. Voilà, donc vous pouvez venir entre 14h et 19h sans problème. Je serai là pour signer vos livres, même ceux que vous avez déjà, avec grand plaisir. Ça fait partie de l'événement de Noël. Et d'ailleurs, Héloïse Benamou y sera aussi, hein, pour Kleptocratie française. Je l'avais interviewé d'ailleurs. Voilà, elle y sera aussi, et son interview avec vous a fait un carton. Très bien. En tout cas, Pierre Jovanovic, je vous remercie. Merci Mohamed, merci les censurés. Non mais c'est dingue de voir qu'on est censuré, c'est quand même incroyable. C'est ça. Hein. Il y a une cellule, à l'Élysée. Bien sûr. Soit à l'Élysée, soit j'avais vu un site du ministère de l'Intérieur où il y avait des trolls, un site de Numérama. C'est des trolls qui sont payés bien sûr, qui sont payés. Parce que j'avais vu les trolls qui étaient payés par l'Union Européenne. Mais il y a des trolls sur le ministère de l'Intérieur. Parce que les mecs de l'Union Européenne, ils sont obligés de faire un appel d'offres pour embaucher des gens sur concours. Et là, c'était pour des trolls. Pour poster des commentaires, quoi. Voilà, pour poster des commentaires pour le bien de l'Union Européenne, bien sûr. Ils ont osé le faire. Non mais c'est incroyable quoi. Alors ça ne m'étonnerait pas que maintenant il y ait une boîte de trolls de socialos à la solde de Ségolène Royal et de François Hollande et de Manuel Valls, hein, pour empêcher les médias alternatifs d'informer les Français. D'ailleurs, je trouve ça honteux, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a de nombreux articles maintenant, on parle plus de conspirationnistes, de complotistes, maintenant on parle de faites attention aux fausses informations sur internet. C'est ça, c'est leur nouveau truc. Fausses informations. Voilà, il y a plein de sites américains qui se sont retrouvés ainsi, alors que ce sont les médias qui balancent des fausses infos, qui vous disent attention, c'est des faux sites, ils vous donnent c'est les faussaires qui disent quels sont les faux. Non, mais c'est incroyable. Quoi. Alors que eux-mêmes passent leur temps à bidonner. BFM est le meilleur exemple. Sur toutes les guerres, on l'a vu. BFM, bien sûr, mais BFM c'est le meilleur exemple. C'est incroyable. Et j'ai vu moi une pancarte BFM TV, j'ai halluciné. BFM TV, priorité à l'indépendance. Priorité à l'indépendance. Avant c'était à l'information. Ah non, maintenant à l'indépendance carrément. C'est Independenza, ils vous font comprendre ça. Ils me connaissent maintenant dans le terrain, ils me connaissent. BFM-VC, c'est bien sûr. Mais ils osent même pas trop se montrer. Hein. Dans les trucs chauds, ils osent pas. Hein. Maintenant, ils montrent plus leur logo sur leur micro, vous avez vu? Ouais, ils osent pas. Dans les manifs, ils vont se faire. Ils osent pas, évidemment. En tout cas, chers internautes, je vous remercie. Pierre, je vous remercie également. Merci à vous, merci à tous les internautes. Et désolé pour l'incident, là, il y a eu trop de monde sur Periscope, ça a fait sauter le truc. Il n'y a pas de souci. Donc, je rappelle que toute l'interview sera disponible sur ma chaîne YouTube, sur Indépendance Web TV. Donc la première partie, c'était sur la montée Pasquier. Donc ce sera en exclusivité sur la chaîne YouTube Indépendance Web TV. Donc je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Et Pierre Jovanovic, je vous remercie. Merci à vous, Mohamed. Et à bientôt sur Indépendance Web TV. Ciao. Au revoir.